Bonsoir à tous. Et si l'on commençait l'année en parlant d'amour? On dit souvent que le couple traditionnel disparaît peu à peu, que le divorce se banalise et que la famille recomposée a de l'avenir. On verra si tout cela est fondé et quelles sont les nouvelles tendances. Nous, on a intitulé cette émission Drague, divorce, belle-mère, est-ce la fin du couple? C'est tout de suite dans Complément d'enquête. Elle a dit à son père clairement, si tu restes avec Julie et les enfants, tu me reverras plus, je serai plus ta fille, il y aura plus que ta deuxième fille. Moi, je voudrais plus entendre parler de toi, tu seras plus mon père. Et c'est ce qu'il a fait? Bah, je lui dis, le soir même, il n'est pas rentré. Le lendemain, enfin, il est rentré, mais très tard. Le lendemain, il est rentré du travail, il a fait ses sacs, il est parti. Alors comment refaire sa vie après une séparation? Comment composer avec une autre famille? On a enquêté sur le rôle de la belle-mère, la marâtre, celle qui doit élever les enfants de son compagnon. Ce ne sont pas les siens et parfois ça se passe très mal, à tel point qu'aujourd'hui ces belles-mères en ont gros sur le cœur, elles brisent le silence. L'angle de belle-mère, ce sera l'une de nos 3 enquêtes ce soir. Vous le voyez, pour réaliser cette émission, on s'est installé devant ce mur des je t'aime à Montmartre. Il faut dire qu'en France, un couple marié sur 2 ne se dit plus je t'aime et va jusqu'au divorce. On va vous proposer une immersion exceptionnelle au sein du tribunal des divorcés, là où des juges vont jusqu'à condamner des pères fautifs à de la prison ferme. Mais d'abord, commençons évidemment par le début, la rencontre. Comment draguer en 2019? Eh bien, il faut savoir que tout se fait par voie numérique. Il existe 2500 applications et un adulte français sur 3 dit avoir déjà consulté l'un de ces sites où on a tout prévu. Figurez-vous qu'il y a même des assistants de drague virtuels pour ceux qui ne sauraient pas trop comment s'y prendre. Une jeune et jolie journaliste a testé l'une de ces applications pour vous. Vous allez voir ce qu'elle a découvert. C'est une enquête de Nathalie Gros avec Guillaume Viard, Vincent Buchy et Capa Presse. Ils sont trentenaires et célibataires. Comme un Français sur 5, ils sont inscrits sur un site de rencontre. Ce soir, je les écoute me raconter leur dernier encart. Moi, j'étais dans le canapé et il me demande s'il peut aller se rafraîchir dans ma salle de bain. Je lui dis, vas-y, va te passer un petit coup d'eau, pas de problème. Et donc, il revient 2 minutes après, la bite à l'air, on est tout ça. Jamais je pourrais faire ça. Il me dit alors, qu'est-ce que t'as? Cette rencontre, Morgane l'a faite sur une application devenue célèbre, Tinder. Une quinzaine de conquêtes pour les 2 copines, une centaine pour Max. Toutes sans lendemain. Une chance sur 2, ça passe 5 cases. Plutôt une chance sur 1000, quand même. Moi, c'est Nathalie, journaliste, jamais inscrite sur un site de rencontre. Ce soir, je m'offre une visite guidée du plus grand catalogue de célibataires de la planète. Ah, mais lui, je l'avais déjà vu. Arthur. Pharmacien. Bon parti. Eh ben, on like. On like le pharmacien. Ok, Eh, Jack, il est pas mal. Bon, il est en noir et blanc, mais il est pas mal. Il est à 3 km, bébé. Eh ben, on le rencontre après. Eh, bonsoir. Elles en rigolent, mais Morgane et Ève cherchent le grand amour. Attends. Ces applis, c'est génial ou horrible? C'est mitigé. C'est mitigé parce que on rencontre du très bien comme de l'affreux. J'ai hésité un moment à mettre plan cul, s'abstenir ou ce genre de choses, mais bon, au final, ça change rien. Parce que les 3 quarts des discussions commencent par salut, ça va, tu suces. Voilà. Donc, Mais pourtant, tu y es encore. mais j'y suis encore parce que je pense que j'y crois quand même encore un petit peu. Enfin, ouais, j'ai un petit espoir que ça marche un jour. Trouver l'âme sœur, en finir avec la solitude. Les sites surfent sur cette aspiration universelle. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est qu'avant de décrocher le prince charmant ou la belle au bois dormant, il faut parfois enchaîner des dizaines de mauvaises rencontres. Il existe pléthore d'applications. La plus populaire d'entre elles, Tinder, est disponible dans plus de 190 pays. 50 millions d'utilisateurs,
1 million de rencontres par semaine. De quoi donner le tournis. C'est terrible. C'est vraiment le genre de choses qu'il faut pas regarder parce que tu te dis « Waouh, mais tout ça, c'est des gens à rencontrer, c'est trop bien. » Un supermarché de l'amour. Un outil magique qui peut aussi transformer votre vie en cauchemar. Cachés derrière leur écran, des anonymes se croient tout permis. T'es une grosse salope, toi, hein? Mais t'as intérêt de bien t'occuper de ma queue. Sur ces applis, la drague dérape. Je vais rentrer chez moi. Je pense que j'ai pas trop envie que tu me parles comme ça, en fait. Dans ce Far West, sans gendarme ni garde-fou, facile de devenir la proie d'un prédateur. J'ai compris qu'il avait totalement menti sur son identité et j'étais une victime de viol. On est des prostituées gratuites et on est face à des types qui disposent de nous selon leur petite libido à la con, là. Pour raconter le pire de l'amour numérique, j'ai décidé de jouer le jeu et de m'inscrire pendant 2 mois. Enquête sur la face sombre de la drague en ligne. L'inscription prend 30 secondes. Créez votre nouveau compte. C'est parti. Comment je m'appelle? Nathalie. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. C'est gratuit pour les filles comme pour les garçons. Le principe, le site me propose des profils d'hommes, 15 km autour de moi, puis je les valide ou pas, grâce à un geste fondamental, le swipe. Si je trouve qu'Aurélien, qui a 34 ans, qui est à 2 km, est mignon, je swipe vers la droite. Et si je trouve qu'Isha, 35 ans, ex-consultant, n'est pas à mon goût, je swipe vers la gauche. Fini les flirts dans la rue ou les cafés. Terminé les râteaux dans les soirées. Salut Peter, 24 ans, allez hop. En matière de drague, on n'avait jamais vu pareille occasion de sauter les étapes. Bon, bah, je commence à comprendre pourquoi les gens passent autant de temps. C'est vrai que c'est super addictif, purée. C'est infini. Ah, j'ai déjà un match. Un match, c'est lorsque 2 personnes se plaisent et décident de s'écrire. Eric est blond, les yeux bleus, 1m90, prof de salsa à Paris. Ça fait rêver. J'ai accepté un rendez-vous avec lui. Le prince charmant me fait patienter pendant 2 heures. Je filme en caméra cachée. Il arrive en t-shirt blanc, surprise, un grand brin. Ça va? Une bouteille d'alcool fort à la main. C'est quoi ça? C'est des vodka. Eric ne cache pas ses intentions. Tu connais chez toi? Non, je préfère qu'on discute un peu tranquille, on se pose. T'as l'air stressée, ma chérie. Bah oui, normal. Si je suis stressée, c'est parce que ça n'est pas du tout l'homme que j'ai accepté de rencontrer. C'est pas toi. L'inspection générale. Je trouve que tu ressens pas beaucoup à cette photo. Non mais je me dis, si je rencontre un mec sur Tinder qui a pas mis ses photos à lui, c'est chelou. C'est toi ou pas? C'est pas moi, ça. J'aime pas ma tête en photo et je peux permettre cette tête-là. Je pense que je la trouve drôle, je peux sur internet, je m'en fous. Tu te fais pas de moi, mais il y en a 50 qui veulent de moi. 200, 2000, tous pareil. Tu cliques, il y a 2000 likes à la minute. Rien à foutre. Ça plaît, ça plaît pas, c'est comme ça. C'est la vie de nos jours. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais faut croire que j'ai pas envie de jouer avec ces règles du jeu là, quoi. Merde, t'es belle, mais qu'est-ce que t'es chiante, putain. Ok. Bon, je te souhaite une bonne continuation. Eric est ce qu'on appelle un fake, un faux profil. Il y en aurait des milliers sur l'appli. Et pas que des hommes mariés. Un site internet s'est même spécialisé dans la vérification des photos. Je passe celle d'Eric à la moulinette. T'as 49 résultats. Donc on voit par exemple qu'il est l'égérie d'une pochette de disque de musique aux États-Unis. Et c'est sa photo qui illustre un article sur la qualité du sperme en Turquie. Eric a usurpé la photo d'un mannequin pour m'appâter. Pas étonnant,
Car sur ces sites, il faut être le plus beau, le plus fort, le plus riche. Bref, il faut savoir se vendre. On peut shooter cette tenue-là. Et puis ensuite, moi, j'aime beaucoup cette chemise avec ce blouson-là, qui est très urbain, très... Question vente, Émilie s'y connaît. Voilà, tu me regardes. Elle est assistante de drague virtuelle, Voilà, retiens pas ton sourire. un nouveau métier. Super, très bien. Aujourd'hui, elle fabrique un profil attirant pour son client, Marc-Antoine, Voilà, vers 32 moi. ans, Super. psychothérapeute Voilà, ça, c'est et très bien. Vas-y, célibataire. tu peux sourire, n'aie pas peur. Je dirais qu'une bonne photo de profil, c'est une photo sur laquelle on va comprendre ce que pense la personne, ce qu'elle est, qu'est-ce que son regard dit d'elle-même, quoi. Mais le rôle d'Émilie dépasse celui de la directrice artistique. Attends, bouge pas. Ce qu'elle offre, c'est carrément de draguer derrière l'écran à la place de son client. Un petit mensonge pour la bonne cause. J'ai pas envie de finir ma vie tout seul. Là, je suis à un stade où j'ai envie d'être à deux. Donc je sous-traite, oui. C'est pas très valorisant et c'est pas très... Mais c'est ce que je fais. Et pour que la triche fonctionne, Marc-Antoine ne doit plus avoir aucun secret pour Émilie. Si je comprends bien, vous n'avez jamais été marié Non, et vous n'avez pas d'enfant. non plus. Et vous pesez Vous étiez à combien, là? 72? 72. Vous vous trouvez bien comme ça? J'ai un peu trop de ventre. Je le dirai pas. C'est difficile d'être un garçon sur un site de rencontre. Oui, c'est le rôle le plus difficile. C'est vraiment la jungle, avec la loi de la jungle. Il faut parler à des dizaines de filles pour avoir peut-être une rencontre derrière et puis toute erreur est disqualifiante, donc c'est extrêmement fatigant. Les sites de rencontres comptent 4 hommes pour une femme en moyenne. Marc-Antoine paye 325 € pour 15 heures d'assistance et 4 rencontres garanties. Donc voilà le profil. Donc il a bien Marc-Antoine, 32 ans. J'ai mis médecin de l'esprit. Ah bah oui, pas mal. Tu vois, mon profil a été visité par toutes ces jeunes femmes. Depuis 3 jours, Émilie courtise des femmes qui sont loin d'imaginer qu'elles ont affaire à une autre femme. Bon, on peut déjà commencer par « Bonsoir, Aurore. Ce soir, je vois Hamlet. Veux-tu m'accompagner ?» Ah, carrément. Oui, parce que ça donne l'information que je vais au théâtre, que je suis généreux. donc voilà, ça se trouve, elle se dit « Attends, ce soir, je suis libre. Bonne technique. » Vous êtes sûr qu'il y a Hamlet ce soir à Paris? À Châtillon. Ça fait partie de votre job. Ah oui, la météo, savoir qu'est-ce qui se passe dans l'environnement de mon client. Ah oui, bah oui. Je dois tout savoir. Est-ce que vous avez la sensation de tricher? Tricher? Non. J'ai la sensation de participer à une rencontre. Émilie est passée experte dans l'art de tromper son monde. Selon elle, 10% des profils en ligne seraient gérés par des assistants en drague virtuelle. Sous-traiter sa drague, Leroy n'y aurait jamais pensé. Mais il aurait peut-être dû, vu le nombre d'heures qu'il y a consacré. 1 an et demi, esclave de son téléphone, jusqu'à l'écœurement. Ce qui m'a surpris, c'est la façon dont c'est devenu addictif, la façon dont c'est devenu un ingrédient de ma vie. Le temps que ça m'a pris, l'énergie que ça m'a pris, la place que ça a pris dans mon espace mental. Ça a été une surprise et une vraie défaite. Ça a été un vrai combat pour arrêter. Donc clairement, au début, j'ai pris une raclée, en fait. Un camé de Tinder, qui n'a séduit qu'une quinzaine de femmes. Mais qui passait ses journées à fantasmer devant toutes les autres. C'est terrible. C'est vraiment le genre de choses qu'il ne faut pas regarder parce que tu te dis « Waouh, mais tout ça, c'est des gens à rencontrer, c'est trop bien ». Une fois atteint le nombre de clics autorisés, Tinder bloquait son accès pendant 12 heures. Je me réveillais la nuit pour faire mes swipes autorisés parce que j'étais arrivé au bout des 12 heures et que Tinder m'envoyait une notification disant « Vous pouvez de nouveau liker ».
Ça a créé chez moi une tension nerveuse telle que j'ai commencé à avoir de l'eczéma. Et clairement, de l'eczéma sur la... Enfin, on est genre sur quelque chose de fou, quoi. Parce que c'est somatique, c'est un truc dingue où mon corps me dit « Stop, arrête, voyons rouge, quoi ». Leroy est désormais en couple avec une jeune femme rencontrée sur Tinder. Il jure qu'il ne replongera plus. C'est un appétit du ventre, en fait, Tinder. Même si ça passe par un truc très virtuel et dématérialisé, c'est vraiment un truc, c'est du bas-ventre que tout ça, ça part, en fait. Et souvent, dans le bas-ventre, on n'est pas très raffiné, quoi. Je partage ma vie avec mon appli depuis quelques jours et je constate en effet que la drague en ligne ne s'encombre pas toujours des bonnes manières. Charmante, ça va? Ça va très bien, merci. T'aimes les gros sexes bien chauds? Longs et imposants? T'aimes ça, hein? Donne-moi un rendez-vous. Je passe m'occuper de toi, je te mets des fessées. Moi, quand on me parle comme ça attise ma curiosité. J'ai tout de suite envie de savoir qui se cache derrière un ton aussi cash. Rendez-vous pris, je vois débarquer un jeune homme de 20 ans. Bien essayé, mais ce soir, ce sera discussion à une table de café, en public. Par contre, sur les conversations, tu te démarques, quoi. C'est vrai. Je suis cash un peu, je suis naturel. Je vais pas me prendre la tête ni rien, c'est une application. Donc, tu vois. Et genre les meufs, elles le prennent comment généralement? Il y en a qui peuvent le prendre mal, mais bon, dans mon avis, c'est des gens qui sont un peu fermés d'esprit. Il n'y a rien de grave dedans, je pense qu'on est sur l'application tous pour la même chose, non? C'est mieux, je trouve. Mais par exemple, si je te disais que moi je m'étais pas sentie respectée quand tu m'envoyais ça, tu dirais quoi? C'est des désirs, c'est tout. Il faut évoluer avec son temps et c'est simplement une pulsion, c'est simplement une envie. Ben voilà, c'est 10. Bon, tu vas m'en vouloir, mais on va pas coucher ensemble ce soir. Bien sûr, pas de soucis. Donc tu vas faire quoi ce soir? Je vais rentrer chez moi. Tu vas te coucher? Ça, je pense que j'ai pas trop envie que tu me parles comme ça en fait. Je n'ai pas dû être assez claire ce soir-là. Tu t'es touchée? Coquine. Hé, coquine, t'es là? Grosse salope. Cerise sur le gâteau, cette photo de son sexe en érection, envoyée sur mon téléphone. Je repasse le film dans ma tête. À quel moment ai-je consenti à ce déferlement de grossièreté? Comment un simple clic a-t-il pu être interprété comme un accord tacite pour coucher? Ces questions, Sarah continue de se les poser. En février dernier, elle se rend chez un homme rencontré sur l'application. Une invitation à dîner qui va mal tourner. Le début, on était assez courtois. Et en fait, il a ouvert son coffre d'alcool, il y avait des alcools forts et je voyais qu'il voulait que je consomme, quoi. Et là, j'ai senti le truc arriver, j'étais déjà saoul et je lui ai dit, écoute, je te trouve sympathique comme garçon, j'aime bien discuter avec toi, je sais un peu ce que t'attends là, je te demande en fait qu'on ne couche pas ensemble ce soir. Mais il n'a pas respecté mon nom. C'était sa volonté au-dessus de la mienne. Et il s'est approché de moi, il m'embrassait de force. Le rapport sexuel qui s'ensuit, Sarah le vit comme contraint, sans menace physique ni violence. Clairement, c'est de la manipulation dans le sens que d'abord, il y a une mise en confiance, avec l'humour, avec des échanges anodins, un premier verre, un deuxième verre, un troisième verre. Après, je t'embrasse et après, je te retourne sur le canapé. Puis on termine dans son lit à me dire, voilà, salope, tu me suces, quoi. Ouais. Vous pensez que vous êtes tombé dans un piège? Moi, je fais juste le constat que on est des prostituées gratuites et qu'on est face à des types qui disposent de nous selon leur petite libido à la con là et voilà. Comment refuser les avances d'un homme lorsque l'on est monté chez lui? Ce soir-là, Sarah s'est laissée faire sans consentir. Aujourd'hui, 1 an après, elle emploie les mots agression sexuelle. Donc là, vous étiez chez lui à ce moment-là. D'accord. Oui, j'entends bien que vous culpabilisez, mais... Il n'existe pas de statistiques officielles sur les violences sexuelles et les sites de rencontres. Mais ici, au collectif féministe contre le viol, comme dans les commissariats,
de plus en plus de plaintes concernent ces applis. Donc cette personne que vous avez rencontrée sur Internet, vous êtes allé à sa rencontre en pensant justement que vous alliez rencontrer un garçon avec qui vous aviez des affinités. Et le fait est qu'encore une fois, c'est pas interdit de vous rendre chez quelqu'un. Hein. En revanche, ce qui est interdit, c'est de commettre des violences sexuelles. Hein. Donc c'est lui le problème. C'est lui qui a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Donc ma collègue est en train de répondre à l'appel d'une femme qui a été ciblée par un homme rencontré sur Tinder. Donc il a utilisé Tinder pour la mettre en confiance, pour lui imposer un certain nombre de contacts physiques qu'elle ne désirait pas, en jouant sur « tu t'es inscrite sur Tinder, tu sais très bien ce que c'est Tinder ». Tinder, c'est pas un truc pour les coincer, Tinder, c'est un truc pour faire du sexe. Tinder, c'est un truc pour se rencontrer, donc assume. Si t'es une vraie femme, t'assumes et on va au bout. Il me semble que j'irai voir. Emmanuelle Piette, gynécologue, a été de toutes les luttes pour les droits des femmes depuis 40 ans. Et avec les sites de rencontres, elle voit s'ouvrir un nouveau front, celui de la drague brutale. Moi, je suis tombée sur un garçon très agressif qui m'a à plusieurs reprises envoyé des messages jusqu'à me dire, il me disait tu t'es touchée coquine, et coquine t'es là, il a fini en me disant grosse salope. Les mots qu'il vous a mis, c'est des insultes sexistes. Il tombe sous le coup de la loi. On pourrait porter plainte pour ça. C'est aussi un garçon qui m'a envoyé cette photo. Bah c'est de l'exhibitionnisme. Et exhibition sexuelle, c'est une agression sexuelle caractérisée, c'est interdit par la loi. Il y a des gens qui peuvent être poursuivis parce qu'ils se promènent à poil chez eux, parce que la voisine d'en face peut vous voir. Et là, c'est intentionnellement qu'on vous envoie une verge en érection. C'est de l'agression sexuelle caractérisée. C'est un délit. Donc je pourrais non seulement le signaler au site internet, mais tu devrais porter plainte. D'accord. J'avoue, à aucun moment je n'avais imaginé que ces photos et textos tombaient sous le coup de la loi. Là, on a droit à quelqu'un qui non seulement m'envoie des photos de son sexe alors que je n'ai rien demandé et qui m'insulte, donc je vais le signaler. Et on va voir ce qui se passe quand on signale quelqu'un sur cette appli de rencontre. Donc voilà, il est reported. En français, ça veut dire signaler. En fait, Tinder n'a fait qu'envoyer ce message à l'utilisateur. Vous avez été signalé. La récidive peut conduire à l'interdiction de votre compte. Je comprends. Cela ne se reproduira plus, c'est promis. Un peu léger. De mon côté, aucun moyen de savoir si cet homme a été exclu du site. Tinder ne m'a jamais contacté. Bonjour. C'est bête, j'avais pourtant plein de questions. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait un signalement sur votre site? Alors moi, j'ai été confrontée à un agresseur, je l'ai signalé et je n'ai eu aucune nouvelle de Tinder. Comment est-ce que vous vous assurez que les agresseurs ne récidivent pas En tant que journaliste, j'ai appelé à maintes reprises, laissé de nombreux messages. Merci. Bonne journée à vous. Et pour toute réponse, voilà ce que j'ai reçu. Une sorte de déclaration de bonnes intentions. Tinder place la sécurité de ses utilisateurs au premier rang de ses priorités. Nous avons une tolérance zéro pour les comportements inappropriés. Mais rien sur le sort réservé à mon exhibitionniste. En l'absence de surveillance et de sanctions, ces sites de rencontres peuvent donc devenir des terrains de chasse. À Nice, un scénario à peine croyable s'est déroulé dans le secret d'un appartement en bord de mer. On met les masques, dit Christian en souriant. Il pose son masque noir, tout simple sur son visage, et mon prince se transforme aussitôt en un personnage plus sombre, plus sensuel. Mon cœur tressaute. J'attache mon masque en ignorant la faim qui gronde au plus profond de mon corps. Un scénario inspiré de ce best-seller érotique, 50 nuances de Grey. Imaginez plutôt, un homme, Anthony Laroche, propose à des femmes qu'il a séduites en ligne de coucher avec lui. Comme dans le livre, sans jamais le voir, les yeux bandés. Parmi elles, Sophie, la trentaine. Il s'est présenté comme un architecte d'intérieur de 37 ans.
On passait des heures à discuter, il m'appelait tous les jours. Il me disait qu'il avait envie d'être avec moi. Mais oui, c'était un homme, un très bel homme sur les photos. C'est lui qui a lancé le scénario de se rencontrer chez lui. Je ne voulais pas. Et en fait, il m'a clairement lavé le cerveau pendant plusieurs semaines. Et il m'a toujours dit, le jour où tu seras prête, on le fera. Elle finit par accepter la proposition du bel Anthony Laroche. Problème, il n'existe pas. Il s'agit en fait d'un homme de plus de 60 ans, plus papy que playboy. Mais Sophie ne le voit pas dans cet appartement plongé dans le noir. Il m'a dit déshabille-toi, mets le bandeau sur tes yeux et il est venu me chercher, il m'a emmené dans la chambre. Et là, il m'a attaché les mains au lit. Et là, j'ai commencé à me demander si c'était normal. Et bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Et donc, à la fin, quand j'ai enlevé le bandeau, il était allongé à côté de moi dans le lit. Et je réalise que j'ai été violée parce que la personne qui était assise à côté de moi dans le lit, c'était pas du tout la personne avec qui je pensais être. Et cet homme-là, je lui ai jamais donné mon accord parce que c'est pas cette personne-là que j'allais voir. Et du coup, je me sentais sale. J'ai été prendre une douche. Je suis restée, je crois, 1 heure sous la douche. Si j'avais pu m'arracher la peau, je crois que je l'aurais fait. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Ça a été très, très dur. Sophie porte plainte pour viol par surprise, tout comme 2 autres femmes. Mais pour le moment, la justice considère les charges insuffisantes pour renvoyer l'affaire devant les assises. Motif, les faits de viol ne sont pas caractérisés. Les victimes étaient consentantes pendant l'acte. C'est en tout cas le point de vue défendu par les avocats du faux Anthony Laroche. Oui, on est vraiment dans le cas d'un fantasme sexuel qui a été consenti dès le début, de part et d'autre, que ce soit de la part de nos clients, mais également de la part des plaignantes. Il n'y a pas eu d'acte de contrainte, de menaces, de séquestration, ce genre de choses qu'on peut imaginer pour des faits de viol classique, enfin, dans la conception du viol qu'on peut avoir. Pour eux, cette histoire se résume à une simple affaire de duperie, où les femmes bernées ne seraient victimes que de leur naïveté. On a quand même un prototype d'un homme, vous voyez sa mâchoire, ses yeux, son regard ténébreux, châtain, aux yeux bleus. Je pense que si on est normalement diligent, on peut se poser aussi la question de se dire à quel moment je peux prétendre avoir comme amant un mannequin. On a voulu y croire. Je pense qu'elles se sont voilées la face. Au sens propre comme au sens figuré. Ils ont fait les deux. Au domicile de l'accusé, la police a retrouvé un carnet avec une liste de plus de 300 contacts de femmes. Combien d'entre elles se sont rendues chez lui? Elles sont 3 à avoir porté plainte et malgré leurs alertes, aucun des sites de rencontres n'a réagi. À partir du moment où on envoie un message en expliquant qu'il y a une plainte qui a été déposée contre cette personne, ça veut dire qu'elle est potentiellement dangereuse et donc effectivement il faut réagir. Et je pense que s'ils avaient pris en compte mes messages et qu'ils avaient bloqué ces comptes, il n'y aurait pas eu d'autres victimes après. Il aurait sûrement trouvé d'autres moyens, mais en tout cas sur ces sites-là, il n'y aurait pas eu d'autres victimes. 4 ans après les faits, Sophie espère toujours un procès. La Cour de cassation se prononcera mi-février. En France, juges et policiers cernent encore mal ces nouvelles pratiques. Outre-Manche, les Anglais, eux, ont donné un nom à ces rendez-vous dangereux, les date rape, littéralement les rendez-vous du viol. C'est ici qu'un Français a choisi d'établir le siège d'un nouveau site de rencontre. Le credo de Jean Meyer, la qualité plutôt que la quantité, soit une discussion par jour, le contre-modèle Tinder. Tu veux les reviews des femmes, c'est ça? Ouais. Et surtout, sur son site, les femmes peuvent noter les hommes. Mieux en réel qu'en virtuel, mort de rire. Barthélemy est sympa mais pas très présent. 3. 3 sur 5. Je le trouve très beau. Je le trouve très beau, 5. Fabuleux, j'espère pouvoir le revoir lors d'une seconde rencontre pour faire tout ce que nous avons évoqué. Avec un petit smiley. Et elle lui a mis 5 sur 5. Lorsque le commentaire l'impose, Jean Meyer joue le justicier et vole au secours de ces dames. Il a profité pour faire des photos intimes sans mon accord.
Cela a tout gâché et j'ai réussi à les effacer, menaçant d'appeler la police. Bon, voilà, typiquement, ce monsieur ne restera pas. Très rarement, mais. D'ailleurs, si tu peux le bannir tout de suite, ça m'arrange comme ça, n'oublie pas. Alors ça veut dire quoi en gros que... Nous, on va prendre la décision de bannir cette personne de l'application parce qu'on n'a pas envie d'avoir des mecs qui ont ce comportement avec nos utilisatrices. Je pense que les applications se dédouanent assez facilement en disant au final, à partir du moment où ça sort de l'application, écoutez, c'est plus nous, vous êtes rencontrés dans la vie, c'est plus notre problème, vous démerdez quoi. Voilà. Avec moins de 2 millions d'utilisateurs en France, le modèle de Jean Meyer cherche encore son public. Reste que moi, j'ai un peu fait le tour de ces applis. Allez, salut, c'est fini. J'ai décidé de te quitter. Donc on va lui dire au revoir. Salut. Alors, ce qui est sûr, c'est que sur ces applis, on y trouve le meilleur, peut-être, mais le pire, certainement. Ma défection ne pèse pas bien lourd. Et voilà. Face aux 4 millions de nouveaux utilisateurs chaque mois. Et on se retrouve chez René Vera, l'un des fleuristes les plus réputés de Paris, avec vous, Catherine Solano. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un peu plus romantique que le reportage qu'on vient de voir, là. Oui, nettement, je dirais. Alors, on précise que vous êtes sexologue. Est-ce que vous diriez que le succès de Tinder, en particulier, mais des applications de rencontre d'une certaine façon, d'une façon plus générale, c'est le signe que les hommes ne savent plus draguer physiquement, ne savent plus rencontrer, séduire? Disons, je pense que c'est plutôt que c'est une possibilité d'aller très vite. Peut-être qu'ils en seraient capables, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ne vont pas apprendre à le faire s'ils utilisent ce moyen-là, et c'est vraiment dommage. Une autre chose qui est dommage, c'est que c'est complètement faux. Parce que dans le reportage, on voit un jeune homme qui dit « Mais moi, j'ai 2000 likes, j'ai pas besoin de toi, si t'es pas contente, va-t'en. » J'en ai d'autres. Je me dis « Mais il a 0 like, il a mis la photo d'un top modèle, et ça lui donne une impression de plaire. Peut-être qu'il est complètement, il manque terriblement de confiance en lui, en réalité, et que ça lui donne l'impression qu'il a beaucoup de succès. Mais il n'en a aucun succès, Il y a quelque chose de fake, de faux? Complètement faux, oui. Ouais. Est-ce que vous diriez que la sexualité a changé? Ça fait un petit moment que vous exercez, j'imagine que vous l'avez observé durant toutes ces années. Est-ce qu'il y a une relation entre les applications, la façon dont on se rencontre et la sexualité ou pas? Alors, je pense que ça a changé. Les applications, ils sont pour quelque chose. Les jeunes ont plus de partenaires sexuels qu'avant. On le sait parce qu'on doit faire plus de dépistage des infections sexuellement transmissibles chez les moins de 25 ans parce qu'elles sont en explosion. Et puis, ce qui a changé, c'est pas seulement à cause des applications de rencontres. On sait aussi que toutes les séries favorise beaucoup le nombre de partenaires. Parce que, par exemple, les séries comme Sex and the City, en fait, on voit des personnes qui ont plein de partenaires sexuels, jamais d'infection sexuellement transmissible, ni de grossesse, et donc les jeunes ont l'impression que c'est la vraie vie, et ils reproduisent ce mode de fonctionnement. Donc il y a une banalisation aussi de ces rapports-là? Exactement. Qui vous inquiète? Qui m'inquiète. Disons que quand c'est avec des personnes respectueuses et dans des bonnes conditions, c'est pas forcément un mal, parce que quand je vois qu'autrefois, un homme sur 2 avait son premier rapport sexuel avec une prostituée, maintenant on est à 0%. C'est quand même beaucoup mieux de commencer sa vie sexuelle avec quelqu'un de votre âge, une petite amie ou un petit ami. Est-ce que la sexualité a changé, pas seulement pour les jeunes, à cause de ces applications, ou grâce à ces applications? Alors, on sait qu'il y a une chose qui a changé dans la sexualité, c'est l'allongement de la vie sexuelle. Depuis ce qui s'est passé au moment de la libération sexuelle, a surtout profité aux personnes qui avancent en âge, c'est-à-dire qu'après 50 ans, les gens de plus de 50 ans ont beaucoup plus de relations sexuelles qu'autrefois. Et, il faut bien le dire aussi, les personnes de plus de 50 ans, plus de 60 ans, même et plus de 70 ans, aussi se mettent sur les sites de rencontres ou les applications de rencontres. Et c'est super parce que des personnes qui sont veuves ou divorcées à cet âge-là retrouvent plus facilement quelqu'un. Alors on est en janvier, et en janvier, c'est le moment où on retrouve les pics de consultation sur ces sites internet pour les rencontres, justement. Est-ce que vous diriez qu'agir sur une pulsion parce qu'on a rencontré quelqu'un, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Rencontrer quelqu'un très vite, pourquoi pas? C'est même mieux de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie plutôt que d'échanger longtemps par Internet ou par écrit, parce qu'en fait, on ne se fait pas une idée réaliste de la personne, on fantasme, on projette des choses, et quand on la rencontre, on se dit au secours, c'est ça. Il vaut mieux être dans la réalité tout de suite. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va aboutir sur une relation amoureuse ou même un rapport sexuel. Il ne faut pas que ça soit obligatoire.
Bien, merci infiniment, Catherine Solano, d'être venue nous Ouais. voir. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais parler du choix. D'accord. Allez-y. C'est-à-dire que le problème des applications, c'est qu'on a l'impression, par exemple, si je suis un homme, j'ai l'impression d'avoir des millions de femmes à ma disposition éventuelle. Et du coup, on sait que plus on a de choix, moins on est heureux. Parce qu'on va avoir plus de mal à s'arrêter, à s'investir dans une relation avec une personne. Parce qu'on se dit toujours, j'aurais peut-être pu trouver mieux. Parce qu'on se dit, s'il y en a autant, c'est que je vais trouver la perle rare, formidable, parfaite. Et puis aussi parce que quand on est avec quelqu'un, on se dit, mais je pourrais sans doute trouver mieux. Et aussi parce qu'on perd énormément de temps à chercher en se disant, puisqu'il y a autant de choix, il faut que je compare. Et donc, on peut perdre des années de vie où on passe à côté de la vie, et on le voit dans le reportage d'ailleurs, et ça, c'est vraiment dommage. Merci infiniment, Catherine Solano, d'être venue nous voir. On a intitulé cette émission « Est-ce la fin du couple ?» parce qu'un couple sur deux aujourd'hui divorce, en tous les cas se sépare. Et dans nombre de cas, eh bien, ça ne se passe pas forcément bien et on se donne rendez-vous au palais de justice. Nous, on a eu la possibilité d'aller tourner au tribunal des divorcés. Il faut savoir que le nombre de conflits familiaux devant un tribunal a augmenté de 40% en 30 ans. Vous allez voir un document rare où on peut rarement tourner et poser nos caméras. C'est l'étape ultime lorsque tous les recours ont été épuisés entre un couple. Voici cette enquête. Elle est signée Benoît Chaumont, Pierre Gault, Vincent Buchy avec Capa Presse. Le tribunal, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Bonjour, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Au tribunal de Pontoise ce jour-là, en audience correctionnelle. Alors merci d'avoir fait l'effort de vous déplacer puisque vous êtes toutes les deux partie civile dans ce dossier. Ah mais vous êtes là monsieur, vous étiez absent. Alors je vais vous demander mesdames de vous asseoir sur le banc, derrière. Alors ce sont vos deux ex-compagnes avec qui vous avez eu chacune un enfant. Et donc toutes les deux avaient déposé plainte parce que vous ne régliez pas les pensions alimentaires. Deux ex-femmes unies dans un même combat. Depuis des années, elles livrent bataille contre un père mauvais payeur. Saisi sur salaire, huissier, l'ex-compagnon ne règle que sous la menace. Donc, Madame Duval, les 450 € ont-ils été réglés? Oui, il m'a réglé il y a 48 heures par virement. Ne pas verser une pension est un délit, celui de l'abandon de famille. Mais si la justice peut imposer au père de payer, elle ne peut l'obliger à aimer. Monsieur n'a plus de contact avec mon fils, enfin avec notre fils, pardon. Donc il y a un total désintérêt. Il le voit plus maintenant depuis presque 4 ans. Alors, j'entends ce que vous dites, maintenant, c'est pas le débat, en tout cas par rapport au paiement ou non de la pension alimentaire. Ce que le tribunal regarde, c'est effectivement, est-ce que la décision de justice est appliquée ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Enfin, la situation est beaucoup plus compliquée que ça. Je pense que c'est plus, elle se ligue contre moi qu'autre chose. Moi, aujourd'hui, je demande que ça, de voir mes enfants, c'est tout. Petite mesquinerie ou drames intimes. Tous les vendredis, c'est la misère ordinaire des familles en crise qui défilent à la barre. Près d'un mariage sur deux finit par un divorce. Plus de 250 000 personnes se séparent chaque année en France. Et lorsque l'amour fait place à la haine, c'est la justice qui tranche. Il m'a emprisonné chez moi, je ne pouvais pas sortir. Et ensuite, donc, il s'est mis sur moi avec une main sur le cou et le poing comme ça. Je l'ai juste repoussée et elle a perdu, bon, peut-être qu'elle a perdu pied, elle est tombée, mais il n'y avait pas de violence parce que je ne lève pas la main du tout dessus. Hein. Violence, abandon de famille ou non-représentation d'enfants, ici, les conflits durent parfois depuis plusieurs années. En fait, la dernière phrase que ma fille m'a dit, et je m'en souviendrai tout le temps, c'est « Tu vas beaucoup me manquer, papa ». Savoir si elle l'a senti ou si elle allait savoir que j'allais plus la revoir, mais c'est la dernière phrase qu'elle m'a dit. Les couples qui finissent ici ont tout essayé pour trouver une solution, mais le juge pénal est leur dernier recours. Plus de 22 000 affaires familiales sont encore chaque année jugées au tribunal correctionnel. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer ces audiences et pendant 1 mois, avons posé nos caméras au cœur de la chambre du désamour. Dans le 6e plus grand tribunal de France, depuis 2 ans, la juge Sophie Baudis
traite chaque semaine une quinzaine d'affaires liées à la famille et à la séparation. Quand on touche à la famille, on touche à d'autres problématiques avec des enjeux concernant les enfants ou concernant l'argent, sur comment faire payer à l'autre le désamour ou comment me venger de l'autre. Voilà, donc il y a une problématique psychologique importante derrière ça aussi et qu'on ne peut pas traiter, j'allais dire comme du tout venant, comme d'autres infractions. Au cœur de ces batailles intimes et amoureuses, l'enfant et l'argent. Alors, les personnes qui sont sur mon pied 7e, chambre 5, s'il vous plaît, rentrez dans la salle. Et le petit ne peut pas rentrer dans la salle pour des raisons de sécurité. 200 000 mineurs sont impliqués dans la séparation de leurs parents chaque année. Et 3 enfants sur 4 vivent chez leur mère. Mais le père a toujours l'obligation légale de subvenir aux besoins de l'enfant. Il ne peut normalement s'y soustraire. Alors, vous êtes devant ce tribunal pour être volontairement resté plus de 2 mois sans acquitter intégralement le montant de la pension que vous deviez pour votre fille, 300 € par mois. Alors, vous dites « Je refuse de payer la pension car je ne vois pas ma fille. Je n'ai pas de travail, pas de carte bancaire depuis 5 ans, pas de perspective de travail et je vis au crochet de ma mère. » Vous dites même que même si vous aviez les moyens, de toute façon, vous ne paieriez pas. Alors, vous en pensez quoi aujourd'hui? Parce que c'est une infraction, hein, c'est la raison, je vous l'ai dit, pour laquelle vous êtes devant ce tribunal. Vous en pensez quoi aujourd'hui? Moi, je prétends que Madame est psychologiquement défaillante. Elle fait ce qu'elle veut avec ma fille. Alors, elle fait ce qu'elle veut avec votre fille et vous faites ce que vous voulez, finalement, avec la pension alimentaire. Ah oui? D'accord. Le père reproche à la mère de ne pas lui laisser voir l'enfant. Mais il n'a jamais fait valoir ses droits. Il risque aujourd'hui la prison. C'est pas à vous de décider si, oui ou non, finalement, il y a une décision de justice qui a été prise, si oui ou non, elle vous convient. Sauf si vous assumez de vous faire taper sur la tête, ce que je fais. Vous faites taper sur la tête par qui? Par la justice. Ah, non, monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah. Vous êtes le père de cet enfant. Oui. Vous avez une obligation de l'élever, en tout cas, elle est à votre charge. Oui. Et vous dites, non, mais moi, je ne peux rien payer. Bon. J'assumerai les conséquences, c'est ça. Très bien. Donc, finalement, vous n'assumez rien du tout vis-à-vis de votre fille. Il y a d'autres choses que l'aspect financier. Voilà. Ah non, là, vous êtes devant ce tribunal, c'est pas un tribunal de la morale, hein. On n'est pas là pour voir si vous êtes un gentil papa qui donnait de l'éducation à votre fille. Il y a une décision de justice, vous ne souhaitez pas l'appliquer, enfin, vous ne la respectez pas volontairement. C'est ça. Voilà. Les choses sont claires. Est-ce que vous avez d'autres enfants à charge? Enfin, celle-ci n'étant pas à charge, hein, d'ailleurs. Oui, j'ai un enfant qui s'appelle qui a 13 ans. Et alors là, comment vous faites aussi? Là, je suis en très bonne entente avec la mère et je participe à l'éducation et financièrement. Ah, bon, donc là, vous trouvez de l'argent? Là, il y a de l'argent, mais de l'argent, je peux en trouver, j'ai une famille. Hein, donc en fait, pour vous, si vous vous entendez bien avec la maman, l'enfant a droit à faire des activités scolaires, a le droit à manger correctement des choses, a le droit, vous voyez, à partir peut-être en vacances, à faire ce qu'un enfant peut faire. C'est ça. Et si vous vous entendez pas avec la maman, finalement, cet enfant, il en est privé. Donc il y a 2 poids, 2 mesures entre vos 2 enfants. C'est ça? Je dirais plutôt qu'il y a une éducation d'un enfant qui se passe très bien grâce à la bonne entente des parents et une autre qui se passe très mal à cause du fait qu'il se tape dessus. Donc voilà, moi Donc cet enfant est déjà victime non seulement de la mauvaise entente, c'est ce que je disais, des parents, mais en plus finalement elle est privée d'autre chose puisque vous ne souhaitez pas participer financièrement à son éducation. Donc pas d'autres questions. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour votre défense? Oui, je voudrais faire une déclaration juste. Lorsque j'ai quitté Madame à l'époque, elle est partie avec la fenêtre ouverte en me disant « Tu verras jamais ta fille ». Je crois qu'elle a tenu parole. La seule victime, c'est ma fille et le coupable, c'est selon moi. Voilà, donc je déclare aujourd'hui que je ne paierai pas la pension alimentaire et que je donnerai ma vie pour cette cause. Très bien. Alors, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés en répression. Donc, vous condamne à une peine de 9 mois d'emprisonnement. Par ailleurs, donc, le tribunal vous condamne à lui verser la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral. Voilà, vous attendez dans la salle, monsieur. 9 mois ferme pour une pension. C'est plutôt rare. Bien que dans le code pénal, le délit d'abandon de famille
est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. En France, 30 à 40% des pensions alimentaires ne sont pas payées. Ce père portera sûrement un bracelet électronique, mais pour lui, aucun regret. Il assume et considère que son combat est juste. Je trouve ça affligeant. Comment une personne peut faire ce qu'elle veut avec ma fille en toute impunité, avec la complicité de la justice. Voilà, elle me présente ma fille quand ça lui chante. Et moi, donc, du coup, je refuse de payer la pension alimentaire et je prends 9 mois de prison. Voilà, donc c'est terrible, mais j'ai pas le choix. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas avoir ma fille et grandir. Ça me fait peur. Il n'y a aucune peine qui vaut celle-là de peine. C'est celle-là ma plus grosse peine, c'est de ne pas avoir ma fille. Si la justice punit, rarement elle réconcilie. Pour cet ancien couple, les années de discorde ont effacé pour toujours celle du bonheur. C'est l'exemple type de quelqu'un qui voue toute sa haine vis-à-vis de moi au lieu de replacer les choses dans leur contexte par rapport à notre fille. Et ça, c'est super dur parce que vous dites, putain, vous avez pas misé sur la bonne personne et vous êtes planté, mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Au tribunal de Pontoise, plus de 400 couples qui se déchirent défilent à la barre chaque année. Et une affaire sur 3 concerne des violences physiques, comme dans cette histoire de séparation sur fond banal de jalousie. Alors, vous êtes devant ce tribunal pour avoir exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Madame en étant ou ayant été son conjoint. Sur les faits qui se sont passés donc, le 31 août, elle explique que vous étiez donc un mari jaloux et que vous ne cessiez de la suivre et que vous vouliez toujours prendre son téléphone. Et là, vous seriez jeté sur elle en la secouant et en la faisant chuter au sol pour tenter de lui arracher son sac à main. Vous vouliez prendre les photos qu'il y avait dans ce téléphone pour les montrer à ses parents à elle, pour qu'ils voient comment était leur fille, le vrai visage de leur fille. C'est ce que vous avez indiqué aux policiers. Non, mais en fait, je me suis trop emporté en fait, envers elle. C'est de la jalousie en fait, envers moi, envers elle. J'allais dire, il n'y a rien qui justifie de toute façon cette violence envers votre femme. Et si, même s'il y a des faits d'infidélité, etc., il n'en tient qu'à vous de partir, mais vous n'avez en aucun cas le droit de la frapper. D'accord, madame. Voilà. En fait, j'ai compris, excusez-moi de vous couper, en fait, j'ai compris ma douleur, et j'ai compris, ça m'a beaucoup aidé, l'aide juridique et le psychologue, et ça m'a soulagé aussi, donc j'ai découvert beaucoup de choses. Et ça commencera plus jamais, en fait. Alors, ça va se passer comment la prochaine fois? Parce que vous savez bien que la vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, forcément, il peut y avoir à nouveau des moments où vous n'allez pas être d'accord, ou en plus vous dites que vous êtes un peu jaloux, etc. Moi, j'ai compris, en fait, il m'a dit que dès que vous avez un problème en couple, vous sortez de chez vous, vous prenez de l'air, vous courez, vous faites un peu de sport pour vous soulager, que voilà, faut pas rester dans le domicile à ce moment-là, quoi. Il faut pas taper la personne. Voilà. Repentant, le mari semble avoir compris la leçon. Après 10 ans de vie commune, sa femme se dit prête au pardon et à la réconciliation. Madame, levez-vous, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous maintenez votre souhait, vous, de vouloir reprendre la vie commune avec monsieur? Oui. Vous n'avez pas peur, finalement, que ça recommence? Si, j'ai peur, parce que je lui fais pas confiance 100%. Une personne qui est violente, il peut recommencer encore. Mais comme c'est le père de mon fils, je vais lui donner une dernière chance pour essayer. C'est une dernière chance. Très bien, je vous remercie, madame. Vous pouvez vous asseoir. Bien. Alors, le tribunal vous déclare coupable, monsieur, des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à une peine de 6 mois d'emprisonnement. Cette peine de 6 mois d'emprisonnement, vous ne l'effectuerez que si vous ne respectez pas les obligations, donc, qui sont les vôtres, donc des obligations de soins. Alors, il ne faut pas être non plus condamné pour d'autres choses. C'est-à-dire que si madame venait à nouveau à déposer plainte pour des faits de violence, à ce moment-là, les 6 mois, vous pourriez aller les faire en prison. D'accord ? La menace de la prison pour éviter la récidive. La justice et sa femme lui offrent une seconde chance. Le mari ne pourra se permettre aucun faux pas. Il n'y a pas une excuse pour frapper une personne. Il n'y a pas raison. Il n'y a pas raison. Vous êtes d'accord? Violence, je suis d'accord, ouais. Violence verbale aussi, c'est très important. Voilà. Et vous vous aimez encore aujourd'hui? Moi, je sais pas, peut-être, non.
Il t'a posé question? Je sais pas, oui. Et toi, non? Si. Voilà, il est content. À Pontoise, les histoires d'amour qui finissent bien sont plutôt rares. Quand les couples arrivent ici, le ressentiment a déjà fait son chemin. Le tribunal ne cherche plus la réconciliation, mais la sanction. Surtout lorsque l'enfant est otage du conflit parental. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous êtes assistée? Vous êtes sans avocat? Je suis sans avocat. Près de 2 fois par mois, Sophie Baudis doit juger une non-représentation d'enfants, presque exclusivement des mères qui privent les pères de leur progéniture, ici, depuis plus de 2 ans. Ce qu'explique monsieur dans sa plainte, c'est qu'il ne voit plus sa fille en fait depuis le mois de juillet 2016. Vous expliquez que la raison pour laquelle vous ne remettez pas votre fille, c'est pour la protéger, elle, de son père, parce qu'il y aurait eu donc des attouchements. Quand elle a eu le courage de me dire que son père aussi faisait des attouchements sexuels, moi, c'était la pièce qui me manquait pour expliquer le comportement de ma fille, qui faisait des crises de nerfs quand elle devait aller chez lui. Elle rentrait de chez son père, je la retrouvais derrière la porte de la salle de bain en train de se balancer, en train de pleurer. Elle revenait, elle me disait « Maman, j'ai mal à la nénette ». Oui, vous dites que votre fille a subi des agressions, des attouchements sexuels, mais que vous n'avez, pour en justifier, qu'un dépôt de plainte qui aurait eu lieu 2 ans après les faits. J'imagine qu'en tant que maman, quand votre fille vous dit j'ai eu des agressions sexuelles sur moi de la part de papa, alors, même si elle n'emploie pas ces mots-là, la première chose, c'est d'aller déposer plainte tout de suite au commissariat. J'ai voulu, on a refusé ma plainte. Et on m'a envoyé balader parce que de toute façon, pour eux là-bas, je suis une maman abusive, une maman qui... Mais ils vous connaissent à la police? Oui, parce que monsieur déposait souvent des plaintes quand il n'avait pas la petite. Donc lui, c'était le papa victime et moi, j'étais la maman méchante qui empêchait le papa de voir son enfant. Voilà. Son témoignage n'a pas été jugé assez crédible par les policiers. Depuis 4 ans, ces plaintes sont classées sans suite. La juge aux affaires familiales a donc choisi de maintenir les droits de visite du père. Donc, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que vous ne vous représentez toujours pas l'enfant. Ah non, elle ne va toujours Voilà. pas. Et elle ne veut pas. Vous l'avez expliqué ça au juge aux affaires familiales qui a pris cette décision mais on a dit que c'était de faire des à chaque fois, on dit visites que c'est pas vrai, que c'est médiatisées. moi qui la manipule. Donc moi, c'est moi la manipulatrice, c'est moi qui manipule ma fille, c'est moi qui manipule mon ami. Je manipule tout le monde, moi. Et à la fin, je manipule tout le monde, mais je risque de me retrouver en prison. Mais c'est pas grave, je paierai parce que je protège ma fille, mais pas parce que je me venge de quoi que ce soit, non. C'est effectivement la question que peut se poser le tribunal. Mettez-moi en prison, il n'y a pas de souci. De toute façon, je ne pourrais pas perdre plus que vous me ferez perdre là. Mais je ne lâcherai pas. Si la plainte, elle aboutit pas, je recommencerai. Mais ma fille, moi, je la crois. Je crois ce qu'elle a dit. Bien, alors, Madame, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à une peine de 3 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec l'obligation de présenter l'enfant au père et effectivement une obligation de soins. Vous l'avez dit vous-même que tout ça vous fragilisait beaucoup et je pense que ça pourrait peut-être vous aider à prendre aussi du recul par rapport à certaines choses. Accusations mensongères ou réelles menaces. Sophie Baudis choisit de condamner la mère à de la prison avec sursis. Elle a depuis fait appel. Bien sûr que c'est encore un combat. La preuve, regardez, vous croyez que je vais lâcher, parce qu'ils m'ont donné un papier où c'est marqué qu'il faut que j'emmène ma fille à son père. Vous croyez que moi, je vais l'obliger à aller le voir? Mais quel parent digne de ce nom, il ferait ça? Personne. Le père nie les faits. Selon lui, c'est une stratégie de la mère pour le priver de sa fille de 12 ans. Il y a des choses que j'ai pas fait avec ma fille pendant 2 ans et demi. Donc si vous voulez, je le dis, j'ai perdu 2 ans et demi de sa vie, quoi. Je l'ai pas vu grandir. J'aimerais bien savoir comment ça se passe, ce qu'il y a à faire, là, je vais peut-être réapprendre à vivre. Dans ces procédures, où ceux qui se sont tant aimés finissent par se détester, les juges de cette chambre du tribunal correctionnel sont en première ligne. Maîtres de plusieurs destins, avec à chaque fois une seule et même priorité, l'enfant au cœur de la désintégration du couple.
Maître Élodie Mulon, bonjour. On est ici dans la salle des mariages du 13e arrondissement. C'est là qu'on se dit oui, en principe. Vous êtes plutôt spécialiste du non, si j'ai bien compris. On peut dire ça comme ça, oui. Vous êtes avocate en droit de la famille et du patrimoine. Une première réaction à l'enquête que l'on vient de voir, ça vous étonne que ces couples aillent si loin dans la violence, dans le refus? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce reportage? Ça ne m'étonne pas qu'ils aillent si loin puisque ça arrive. Ce qui est étonnant chez deux des témoins, c'est la position jusqu'au boutiste qu'ils ont adoptée, qui est à la fois désespérée, courageuse et pas très maligne. Dans quelle affaire, par exemple? L'affaire de cette femme qui ne veut absolument pas que le père voie l'enfant, qui est quand même adolescente, oui, au motif qu'il aurait exercé des attouchements sur l'enfant, qui est quand même en âge de témoigner, qui va très loin sans d'ailleurs réfléchir aux conséquences. Quand elle dit « tant pis, j'irai en prison », si elle va en prison, la conséquence directe sera claire, l'enfant ira chez son père. Oui, elle perdra la garde, évidemment. Voilà, donc c'est vraiment pas réfléchi comme façon de faire. Alors, je précise que dans le cas dont on vient de parler, les attouchements sexuels ne sont pas prouvés judiciairement, parce que la question peut se poser à la lecture de ce reportage. Est-ce que les faux attouchements sexuels peuvent être utilisés dans des cas de divorce? Est-ce que c'est fréquent? Alors, il y a eu une mode, il y a environ 15 ans, où les mères avaient tendance à accuser le père d'attouchement sexuel pour limiter leurs droits. Les juges n'ont pas du tout apprécié et peu à peu, cette mode, si on peut appeler ça une mode, s'est arrêtée et vraiment les accusations sur ce fondement-là maintenant sont beaucoup plus rares et font preuve de beaucoup de précautions de la part des avocats. Dès lors que ça n'est pas établi ou qu'on ne peut pas l'établir, et c'est vrai que ce n'est pas facile de l'établir, ouais, on déconseille à nos clients de partir sur cette voie-là. Quels sont les moyens de faire payer à l'autre un divorce qui se passe mal? Je veux dire par là, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on utilise l'enquête? Est-ce qu'on utilise la réputation? Est-ce qu'on utilise l'argent? Qu'est-ce qu'on utilise? Quels sont les moyens de faire plier l'autre d'une certaine façon? En fait, c'est très variable et ça dépend des couples. Souvent, c'est l'enfant et l'argent. Quand on dit faire payer à l'autre, ça a un sens clair, mais ça peut être plein d'autres choses. Je veux dire, il arrive parfois que celui qui s'estime victime de la séparation parce qu'il a été trompé veuille absolument faire connaître à l'entourage de l'autre ce qu'il est réellement. Donc, moi, je vois, j'ai des clients, des adversaires plutôt, qui envoient des mails à la famille en disant « Voilà, votre fille est une salope finie, elle m'a trompée, vous la croyez innocente et voilà ce qu'elle est. » Et s'ils peuvent, ils envoient des pièces. Donc on essaie de salir la réputation de l'autre? Complètement, même auprès de la société qui peut employer la personne. Ah bon, ça peut aller jusque-là? Ça peut aller assez loin. Et est-ce qu'il arrive que l'un des deux veuille cacher de l'argent à l'autre pour éviter que ça puisse être saisi d'une certaine façon au moment du divorce? Ça arrive assez régulièrement dans les procédures où celui qui a un patrimoine ou des revenus plus importants... Alors, il y a deux hypothèses. Celui qui doit payer, qui essaye de montrer qu'il a moins d'argent que ce que l'on pouvait croire, ou moins de patrimoine. Ou alors, on a l'exemple assez type du chef d'entreprise qui, comme par hasard, cette année-là, ne va pas se distribuer de dividendes, où finalement sa société ne marche plus. Alors parfois même certains qui créent une autre société à côté. Et il y a aussi celui qui demande une pension alimentaire et qui va prétendre qu'il ne travaille pas ou qu'il a perdu son travail ou qu'il ne peut pas retrouver de travail. Voilà, chacun joue avec sa situation pour avoir plus ou payer moins. Vous diriez qu'en matière de divorce, on peut tout imaginer, on peut aller très très loin. C'est absolument incroyable. Et moi, je fais cette spécialité depuis 20 ans. C'est que je peux encore être surprise. Moi, ça m'arrive souvent de dire à mes clients, en fait, avant de vous marier, vous auriez dû commencer par divorcer. Parce qu'on découvre, chez les gens qui se séparent, d'abord une espèce de violence absolument incroyable. C'est-à-dire que quand on demande si la séparation rend fou, la séparation peut rendre fou les gens. Pas fou, pas psychopathe, mais... On rappelle d'ailleurs que les gardes d'enfants reviennent à la mère dans 73% des cas. Et pour les hommes, seulement 7% pour les papas, et 20% reviennent aux gardes partagées. Alors, j'ai envie de vous poser une question un peu bête, mais est-ce qu'il y a une solution qui est meilleure qu'une autre? Alors, il n'y a pas de solution meilleure. Oui, il n'y a pas de solution miracle. Non, même dans une fratrie, parfois, il y a des besoins qui sont différents chez chacun des enfants sur l'organisation de leur vie, parce que c'est assez concret, la résidence. Alors, il faut quand même voir que les chiffres sont faussés, parce que 73% à la mère, pourquoi? Parce que encore aujourd'hui, soit les pères n'osent pas demander,
soit la demande est faite comme ça parce que l'organisation de la vie de la famille fait que c'est souvent la mère qui s'en est occupée. Les pères ont parfois peur d'assumer aussi, peut-être. Peur d'assumer ou ou une activité professionnelle qui fait que c'est compliqué. Et puis quand on dit résident chez la mère, ça peut être résident chez la mère, mais un droit de visite et d'hébergement du père qui est très large. Alors c'est vrai, cela étant, que pendant très longtemps, on a eu vraiment une prime faite à la mère qui est moins vraie aujourd'hui. Elle existe encore. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans un pays où on prône la parité, on légifère sur la parité, sur l'égalité, quand il s'agit des enfants, ce qu'on enseigne encore malgré tout à nos enfants, c'est que c'est la mère qui s'occupe des enfants. Merci Maître Mulon. Une dernière question, puisqu'on le disait, vous êtes spécialiste du non, vous avez plus de travail aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de séparations. Non, les gens se séparent toujours autant, c'est vraiment très bien pour les professionnels. On a intitulé, nous, cette émission « La fin du couple », mais avec un point d'interrogation. Non, c'est vrai que les gens se séparent plus facilement. Quand on parle de société de consommation, elle existe aussi. Donc il y a une banalisation aussi du divorce. Déjà, on voit moins ça comme un drame absolu, et puis le fait que les femmes travaillent fait qu'elles peuvent plus facilement se séparer quand elles sont plus heureuses. Merci infiniment d'être venu nous voir. Alors précisément, depuis plusieurs années, on vante les mérites de la famille recomposée en disant que les enfants sauront, quoi qu'il arrive, s'adapter à la présence d'une nouvelle mère, d'une belle-mère. Mais dans l'enquête qui va suivre, vous allez voir que c'est tout l'inverse. Certains enfants ont bien l'intention de faire payer à cette belle-mère sa présence dans cette nouvelle famille. Des belles-mères qui en ont gros sur le cœur et qui se confient. Langue de belle-mère, c'est une enquête de Benoît Chaumont, Cyril Thomas, Vincent Girard avec Capa Presse. Ma belle-mère. Julie, tu es la plus belle des belles-mères car je t'aime de tout mon cœur. J'aime quand tu me fais des câlins. Je te souhaite un joyeux anniversaire de la part de ta belle-fille. Ces mots d'amour sont les seuls que Julie n'ait jamais reçus de la part de sa belle-fille. Elle l'a connue lorsqu'elle avait 4 ans. Elles ont ensuite vécu 6 années ensemble, dans une famille recomposée, qui s'est très vite décomposée. Les gros mots, c'était à répétition. Quand on essayait de la reprendre, enfin moi, c'était toujours, de toute façon, t'as rien à me dire, t'es pas ma mère, je vais le dire à ma mère, tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Et puis par contre, devant son papa, le petit ange. Et là, franchement, j'avais qu'une envie, c'était de les triper, parce que je me dis, mais en fait, ça l'amuse, elle en joue vraiment, elle sait ce qu'elle fait. Ce qu'elle voulait, c'est la peau de Julie. En avril dernier, la jeune fille de 10 ans pose un ultimatum à son père. Elle a dit à son père clairement, si tu restes avec Julie et les enfants, tu me reverras plus, je serai plus ta fille, il y aura plus que ta deuxième fille. Moi, je voudrais plus entendre parler de toi, tu seras plus mon père. Et c'est ce qu'il a fait. Je lui dis, le soir même, il n'est pas rentré. Le lendemain, enfin, il est rentré, mais très tard. Le lendemain, il est rentré du travail, il a fait ses sacs, il est parti. Et ça ne s'arrête pas là. Quelques jours après la séparation, la belle-fille, qui reprochait à Julie d'être trop sévère, appelle à la vengeance sur Internet. Ma belle-fille a fait une vidéo qu'elle a postée sur YouTube en identifiant ma fille de 10 ans. Alors maintenant, le lien est désactivé, donc on ne peut plus la visionner. Amy a le même âge que la belle-fille de Julie. Elle s'entendait bien jusqu'à cette vidéo. Et elle disait qu'il fallait venir taper ma maman. Elle disait que c'était toi qui avais commencé à l'embêter alors que c'était plutôt elle. Et puis avec sa vidéo, ça fait mal. Ça t'a fait mal? Oui. Depuis, Julie a très peu de nouvelles de son ex. Ils ont pourtant eu ce bébé ensemble. Victime collatérale d'une guerre entre belle-fille et belle-mère. En France, plus d'1 million d'enfants vivent avec une belle-mère ou un beau-père. Un chiffre qui a doublé en 25 ans. Cette cohabitation imposée tourne parfois à la guerre de tranchées. Sur les forums internet pour ados, le responsable est tout trouvé, la belle-mère. Elle est jeune et conne. Mets du laxatif dans sa nourriture, elle aux toilettes et toi avec ton père. Dans les contes de fées, les belles-mères ont des airs malveillants. On les appelle les marâtres. Et toi, insolente! La belle-mère est nécessairement cette femme odieuse, cette femme autoritaire, cette femme méchante. Il y a ce grand tapis dans le hall d'entrée. Nettoie-le! Ça a influencé l'inconscient collectif très en profondeur pendant des générations. Pour beaucoup d'enfants, aimer sa belle-mère, c'est trahir sa maman. Marâtre, un rôle ingrat. Ce sont
des enfants qui ne sont pas les miens, qui sont ceux de mon conjoint. Non, je ne suis pas obligée de les aimer. Elles ont essayé de me noyer le premier été dans la piscine au camping. Toutes les deux sautaient sur la tête et en criant « tu nous as trahis » et j'ai bien bu la tasse, quoi. Comment éduquer des enfants qui vous ignorent? Pire, vous détestent. Comment se confier à son conjoint qui est aussi leur père? Rencontre avec ses belles-mères en souffrance, pour qui la parole est quasiment impossible. Hello. Oui, Mélanie, c'est Benoît Chaumont, le journaliste de Complément d'enquête. Oui, bonjour. Vous avez peur de quoi? Moi, j'ai tellement peur des représailles, j'ai tellement peur des problèmes qu'il peut y avoir derrière que j'ai peur en fait. J'ai peur de prendre le risque. Le risque, si ces femmes témoignent, c'est de prendre la porte. On est prisonnière d'un carcan en fait. Il faut plaire à monsieur, plaire aux enfants et on n'a pas le droit de se plaindre et de dire attends, tes gamins me bouffent la vie, je dois tout leur donner. Et ça, c'est absolument impensable de dire ça à la télé. Pour moi, oui, en tout cas. Et si vous voulez que je sois franche et honnête, je veux pas qu'on me reconnaisse. Parce qu'après, ça me retombe dessus, de la part de la belle famille, de la part des parents, la maman, du papa, donc... Pour rencontrer des belles-mères au bord de la crise de nerfs, il faut se rendre en banlieue parisienne. Mesdames, bonjour. À Vanves. Pour celles qui sont nouvelles, je rappelle le principe. Donc, on prend la parole chacune notre tour pour raconter notre histoire. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit. Ici, une fois par mois, elles se regroupent à l'abri des regards. Une réunion exclusivement réservée aux femmes. Ces belles-mères viennent vider leurs sacs. C'est difficile pour une tête d'adulte, on va dire, de comprendre pourquoi elle ne se rappelle pas des bons moments qu'on a passés ensemble et met un mur. J'ai pris 15 kilos en 6 ans, dont 6 la dernière année. Je pense que je suis arrivé au bout de ce que je peux faire, quoi. Est-ce que c'est compliqué? Sophie et Marie-Luce sont les présidentes du Club des Marâtres, fondé en 2003. Depuis, le nombre de gardes alternés a plus que doublé. Et selon elle, ça génère du conflit. Quand nous, on a commencé le groupe, on avait essentiellement des femmes qui avaient des enfants en mode un week-end sur deux, la moitié des vacances. Aujourd'hui, la majorité de celles qui viennent nous voir sont sur des principes de garde alternés, avec des fréquences qui peuvent être différentes d'un cas à l'autre. Mais du coup, le rôle que les belles-mères jouent dans la vie de ces enfants est plus le même que quand on les a un week-end sur deux, la moitié des vacances. Ce que je veux dire par là, c'est... Lorraine vient ici pour la première fois. Donc, je suis Lorraine, j'ai 33 ans et je vis avec quelqu'un qui a 2 enfants. 2 belles filles de 9 et 11 ans, dont elle s'occupe une semaine sur 2. Chez elle, pas encore de conflit, mais elle a du mal à trouver sa place. En fait, j'ai souvent l'impression d'être la maman de l'ombre, de m'occuper d'elles comme si c'était mes enfants, et de ne pas avoir le quart de l'amour qu'elles donnent à leurs propres parents. En fait. Je ressens ce fait que je ne suis pas leur mère. Mais c'est pas tes filles non plus. Mais tu n'es pas. Et quand tu es tombée amoureuse de ton mec, t'es pas tombée amoureuse et béate de ses filles. T'es tombée amoureuse du mec. C'est un dommage collatéral, les enfants. C'est ça. Est-ce que tu aurais pu envisager une demi-seconde de vivre avec ton mec et de pas aimer ses enfants? Bah non. Voilà. Pourquoi c'est pas envisageable? Quel est l'enjeu? De ne pas les aimer. Quel est l'enjeu? De perdre mon mari. Voilà. Dis-le toi à toi et dis-le à ton mec. Avec son mari, Lorraine a eu une petite fille âgée de 2 ans. Une semaine, ils vivent donc à 3, la suivante à 5. Vous préférez les semaines avec ou les semaines sans? Oh, c'est vache ça comme question. Faut que je sois honnête alors. Disons que c'est... Je vais pas dire que je préfère, mais forcément, la semaine où je suis avec ma fille, c'est ma semaine à moi, avec ma fille et mon mari, et avec notre famille, enfin, ma famille à moi, en fait. Lorraine a rencontré son amoureux il y a 4 ans. Et comme 6 hommes sur 10 après une séparation, il a débarqué avec bagages et enfants. Ah bah c'est bien l'homme au ménage. Pour une fois. Ça va? Oui, toi? Ouais. Bon, du coup, ça a été? Bah oui. Et en fait, elles m'ont dit de te demander si j'étais obligée de les aimer, en fait. Non, mais si t'aimes pas mes enfants, je vois pas comment ça peut continuer après. Pour Henrik, Lorraine doit l'aimer lui et ses filles.
une évidence dès le début de leur histoire. C'était quoi les questions que vous posiez à l'époque? Moi, est-ce qu'elle va s'intégrer, tout simplement? Ça, c'est vraiment ça a été la grosse question. Est-ce que, autre que on s'est retrouvés, ça a été le coup de foudre, où là, j'étais sûr qu'entre nous deux, ça allait coller. Mais par contre, le fait qu'elle rentre vraiment dans ma vie, avec mes enfants, là, j'étais moins serein. Obligé d'aimer, gérer le quotidien, sans trop la ramener. C'est le lot des belles-mères. Dernier exemple en date, l'achat d'un portable pour la grande de 11 ans. Dans cette histoire, j'ai le droit de rien dire en fait. C'est pas à moi de prendre la décision de lui octroyer ou pas le droit d'avoir un téléphone. En fait, c'est aux parents et donc ils ont vu ensemble, ils se sont mis d'accord. Voilà, elle est au collège, elle a le droit à un téléphone. Mais moi, j'étais pas d'accord. Lorraine n'en a pas fini. Les années qui viennent pourraient bien être pires. Selon Christophe Fauré, psychiatre spécialisé dans le couple, c'est souvent à l'adolescence que les familles recomposées explosent. C'est plus compliqué avec les adolescents et c'est un peu plus simple pour les plus jeunes. Quand je dirais les plus jeunes, c'est autour de 4, 5, 6, 7, 8 ans. Mais il y a parfois des cas de figure complètement inverses. Mais pourquoi? Parce que le petit enfant a besoin de sécurité. Or, quand papa reconstruit une famille, il trouve une sécurité, il trouve une place et ça peut mieux fonctionner que si c'est des adolescents qui n'ont absolument pas besoin de la sécurité générée par le nouveau foyer du père. Et donc il y a beaucoup moins d'enjeux émotionnels ou sécuritaires pour eux et donc ils peuvent se permettre d'envoyer paître la belle-mère. Quand les belles-mères résistent et tentent de s'imposer, ça peut faire des dégâts. Et là, ce sont les ados qui souffrent. Selon Benjamin, 20 ans, la femme de son père lui a gâché sa vie. Tu vas à droite après l'auberge. C'est le seul chemin que je pourrais faire les yeux fermés. Nous le conduisons devant la maison où il a grandi. Il n'y met presque plus les pieds. La faute à sa belle-mère, qui l'aurait exclu peu à peu du foyer. Donc voilà, la première fenêtre là près du lampadaire, c'était ma chambre, qui n'est plus ma chambre. Cette chambre-là, c'était la chambre de ma sœur, qui aujourd'hui est la chambre de son fils. Et de l'autre côté, on a une autre fenêtre qui en fait donne sur la chambre aussi de mon frère, qui maintenant est la chambre de sa fille à elle. Voilà, on n'est plus chez nous et moi je me sens pas de revenir tout le temps parce que je me sens vraiment exclue et je me sens pas à l'aise quand j'y reviens. Moi j'y vais, mieux je suis quoi. Voilà. Même s'il y a plein de bons souvenirs, c'est mieux sans. Benjamin a vécu ici une semaine sur 2 jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, lui, son frère et sa sœur ne sont venus qu'un week-end sur 2. Puis plus du tout. Leur relation avec leur belle-mère était trop conflictuelle. Pourquoi es-tu méchante avec moi? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi tu me reproches d'être moi-même? Souvenir encore douloureux d'une lettre écrite à sa belle-mère alors qu'il avait 10 ans. Dis-moi ce que j'ai fait pour mériter tes reproches. Elle était sur nous, à tout le temps nous accrocher comme une sangsue, à nous dire non, mais c'est pas comme ça qu'il faut agir, arrête d'être comme ça, fais pas ci, fais pas ça. C'était ça. Et toi, tu reconnais que t'as peut-être eu tes torts aussi? Possible, oui. Mais elle me reprochait tellement de bêtises futiles, la moindre chose. Vraiment. Je mettais un couvert de travers dans le lavabo, c'était la fin du monde encore. Je me prenais tout ça dans la figure alors que tout allait bien avant qu'elle arrive. Elle m'a privé du père dont j'avais besoin pendant mon enfance et mon adolescence. D'un père qui me donne des conseils, qui soit là pour moi. Parce que tu as l'impression que ton père a choisi ta belle-mère? Il n'a pas eu le choix, il s'est laissé manipuler. C'est ce que je dirais. Benjamin a très peur de l'avenir, car ces rivalités entre belle-mère et beaux-enfants peuvent durer toute une vie. Certaines situations sont complètement bloquées. Claire vit une guerre froide avec ses 2 belles-filles, âgées de 20 et 23 ans. Ce jour-là, elle fait ses courses de Noël avec une amie. J'ai très peur de faire tomber, en fait. Je suis assez malade. Moi aussi. Mais comme chaque année, elle n'offrira rien aux filles de son mari. Non. Ce serait pas bien vu de toute façon et elles accepteront... Enfin, je pense que la deuxième accepterait peut-être, celle qui a 20 ans. Mais celle de 23 ans, clairement, je crains qu'il n'aille à la poubelle. Mais on est dans un statu quo qui fait qu'on ne parle pas, qu'on
qu'on n'échange pas, qu'on s'écrit pas de mail, pas de SMS. Je sais même pas si j'ai son numéro de téléphone en fait. Donc je suis pas sûre et je pense pas qu'elle ait le mien. Et elles vous font pas de cadeaux donc évidemment? Ah non, jamais. Non, j'ai jamais eu. Non, jamais. Et ça fait 15 ans. Cette enseignante est en colère contre son mari qui ne ferait rien pour les réconcilier. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. Mais avant ça, elle a élevé ses fillettes qui n'étaient pas les siennes. J'ai peut-être essayé de prendre la place, non pas de mère auprès de mes belles-filles, mais au moins essayer de leur transmettre des valeurs. Je suis vraiment sur cette idée-là. Et quand j'ai eu mes propres enfants, je me suis rendu compte que c'était pas mon rôle de leur transmettre des valeurs. Et du coup, peut-être, effectivement, je les ai rejetés. Et il y a eu peut-être quelque chose qui s'est créé à ce moment-là. Mais Vous pensez que vous avez été trop dur avec elle? j'ai été... Ouais, tout à fait, clairement. J'avais... Enfin, je sais pas, quand j'ai connu leur père, j'avais une trentaine d'années. J'étais dans l'idéal de la famille aussi. Mes parents m'avaient inculqué des valeurs et je voulais les transmettre. À 44 ans, Claire envisage parfois de quitter son mari. Elle ne s'imagine pas vieillir comme ça. Je suis pas très optimiste quant à la suite, notamment les mariages éventuels, les enfants, les petits-enfants, etc. Je sais pas quelle sera ma place après. Je sais pas. Ouais, c'est-à-dire, vous allez peut-être être grande marâtre. Voilà, peut-être un jour. Et je sais pas quelle est la place d'une grande marâtre, ça on n'en a pas encore vu dans la littérature, hein, les grandes marâtres. Depuis 15 ans, le nombre de séparations a augmenté de 60%. Refaire sa vie et s'occuper des enfants de l'autre pourrait devenir un jour banal. Les futures générations de marâtres vont devoir trouver leur place. Alors on se retrouve ici devant le mur des Je t'aime de Frédéric Baron et Claire Quittot qui rassemble 311 écritures manuscrites de Je t'aime en 250 langues différentes. C'est devenu un incontournable des amoureux ici à Paris. Frédéric Bianco, bonjour. Vous connaissiez ce mur? Ah oui, tout à fait. J'ai déjà eu l'occasion de le voir dans le passé et effectivement, c'est un magnifique mur. Alors vous avez créé un site de coparentalité qui s'appelle Coparentalis. On va expliquer de quoi il s'agit. Tout à fait. Lorsque on vient de voir ce sujet-là avec des familles recomposées, vous diriez que la famille recomposée, la nouvelle famille, c'est l'avenir? Alors la nouvelle, ce n'est pas forcément l'avenir, oui et non. Alors à la différence de ce qu'on a vu qui est plutôt une coparentalité subie, nous, notre site propose plutôt une coparentalité choisie. Alors de quoi s'agit-il exactement? Alors en fait, qu'est-ce que la coparentalité? Tout d'abord, c'est un homme et une femme ou un couple d'hommes et un couple de femmes qui ont un désir commun de faire un enfant et de partager une parentalité. Et comment ça fonctionne? Comment on s'organise? Quel est le contrat d'une certaine façon de coparentalité? Les hommes et les femmes s'inscrivent sur le site, posent une annonce sur ce qu'ils ont comme projet parental et libre à chacun de voir si ce projet correspond ou pas à ce qu'on recherche. Mais donnez-nous des exemples pour qu'on comprenne les schémas qui sont les plus choisis. Alors, il peut y avoir un couple de femmes, par exemple, qui n'ont pas accès à la PMA aujourd'hui et qui peuvent avoir ici une alternative positive, légale, sans contrainte administrative ou financière, d'accéder à la parentalité au travers d'un partenaire parental, par exemple. Ou une femme ou un homme qui n'a pas rencontré l'amour, ou quelqu'un ou une femme qui arrive sur la quarantaine, qui n'a pas eu la chance de rencontrer sa moitié et qui finalement c'est maintenant ou jamais d'avoir un enfant. Et son désir principal, c'est effectivement de pouvoir devenir maman. Et pour cette femme, par exemple, l'idée c'est quoi? C'est de ne pas subir, je dirais, forcément, de ne pas avoir à vivre sous le même toit. Alors effectivement, tout à fait. La coparentalité ne sous-entend pas du tout de vivre avec le coparent. Ouais. Au contraire, le principe initial, on va dire, c'est plutôt de partager uniquement la parentalité de l'enfant, mais sans forcément de vie de couple ou de vivre sous le même toit, effectivement. Alors on est un petit peu frappé, c'est légal tout ça? Ben, tout à fait. C'est un petit peu la manière, par exemple, d'un couple qui ne se serait ni marié ni pacsé et qui se serait séparé. C'est le même type de fonctionnement. Sauf qu'il n'y a pas eu de dimension amoureuse, on va dire. Oui, mais alors justement, est-ce que si ça veut dire qu'il y a plus d'amour dans tout ça, dans cette famille? Alors effectivement, ce qui choque le plus les gens dans ce type de rencontre, c'est qu'on enlève en premier plan la dimension amoureuse. Et c'est peut-être ce que les critiques vous disent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'il y aura sûrement beaucoup de critiques, mais aujourd'hui, est-ce que c'est normal pour un couple homosexuel d'avoir des difficultés comme aujourd'hui d'accéder à la parentalité? Je pense que on devrait faire beaucoup plus pour les homosexuels, et je pense qu'aujourd'hui, ça reste une alternative légale
transparente pour les couples homosexuels, femmes, qui n'ont aujourd'hui pas accès malheureusement à la PMA. Et vous, à travers les exemples que vous avez, est-ce qu'il y a des gens qui se disaient au départ, je ne vais pas forcément partager la vie, et qui finalement la partagent? Tout à fait, oui. On a déjà eu pas mal d'emails de remerciements qui finalement débouchent sur la fondation d'une famille sous le même toit. On va dire que les gens qui cherchaient principalement auparavant une histoire amoureuse mais qui ne l'ont pas rencontrée, ok, elles cherchent à devenir parents, mais elles ne sont pas du tout fermées finalement à la rencontre amoureuse. Très bien, mais je vous remercie beaucoup en tous les cas, et puis c'est un marché important parce qu'on rappelle qu'il y a 18 millions de célibataires, 18 millions de célibataires en France qui souhaiteraient fonder une famille peut-être, ou en tous les cas rencontrer l'âme sœur. Tout à fait. Très bien, merci infiniment d'être venu nous voir. Merci à vous de m'avoir invité. C'est la fin de ce complément d'enquête à la rédaction en chef de l'émission. Je remercie Thomas Auro, Clément Castex et Samuel Humez. Caroline Durand m'a aidé à préparer et concevoir ces entretiens. Philippe Lallemand est le réalisateur de cette émission. Merci à toute son équipe. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau numéro de complément d'enquête consacré à l'affaire Carlos Ghosn. Excellente fin de semaine à tous, excellente fin de soirée sur France 2. À bientôt.